Le pouvoir de l'intelligence sociale, l'art de déchiffrer, de comprendre et de se connecter vraiment avec les gens. Nous vivons à une époque où les diplômes, les compétences techniques et la domination numérique sont souvent présentés comme les piliers du succès. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de plus transformateur derrière les réalisations les plus importantes, les relations durables et les carrières qui décollent vraiment, l'intelligence sociale. Cette compétence souvent sous-estimée est ce qui vous permet de voir au-delà des mots, de capturer les émotions unies, de vous adapter à différents environnements et de créer des liens authentiques. Il ne s'agit pas d'être un caméléon social ou de manipuler des situations, mais de comprendre la toile invisible qui relie les gens, ce code émotionnel qui définit chaque interaction humaine. L'intelligence sociale n'est pas synonyme de QI élevé. Un cerveau brillant peut résoudre des équations complexes, analyser les données ou absorber les informations avec la vitesse, mais cela ne garantit pas la capacité de diriger une équipe, de nourrir une relation ou d'inspirer ceux qui autour. Beaucoup des plus grands échecs, conflits et opportunités manquées ne sont pas nés du manque de connaissances, mais l'incapacité de lire ce qui se passe parmi les gens. Des professionnels avec des intelligences sociales impressionnantes mais faibles, se penchent souvent à des frontières qu'ils ne peuvent pas surmonter, simplement parce qu'elles ne savent pas comment naviguer dans leurs propres émotions ou celles des autres. Déjà ceux qui ont une intelligence moyenne, mais une sensibilité sociale dégagée, peuvent ouvrir des portes, construire des alliances et rester fermes même dans des scénarios défavorables. Mais, après tout, qu'est-ce que l'intelligence sociale ? C'est la capacité de décoder les émotions, les motivations et les comportements dans différents contextes. C'est connaître le bon moment pour parler ou faire taire, approcher ou donner de l'espace. Il interprète un look, un soupir, un silence ou un geste apparemment décontracté. C'est l'art de lire entre les lignes, ressentir ce que l'autre ressent sans avoir à verbaliser et à répondre avec empathie et clarté. Ce n'est pas un cadeau inné, mais une compétence qui se développe avec la pratique, la réflexion, surtout, avec l'intention réelle d'améliorer la qualité des relations. Dans un monde où la technologie a raccourci les distances physiques, mais a approfondi les abysses émotionnels, l'intelligence sociale devient un différentiel indispensable. Les entreprises ne recherchent plus de professionnels techniquement qualifiés, mais les personnes qui peuvent travailler en équipe, médiatiser les conflits, inspirer la confiance et cultiver un environnement positif. Dans les relations personnelles, la demande d'écoute active, de compréhension et de communication efficace n'a jamais été aussi élevée, en particulier au milieu des routines accélérées et des attentes en constante évolution. Dans ce scénario, l'intelligence sociale apparaît comme le pont entre la connaissance et la vie, entre l'action et l'essence, entre le succès apparent et le bien-être réel. Ce livre audio a été créé dans un but clair, vous aider à cultiver une intelligence sociale profonde, pratique et transformatrice. Tout au long de ce voyage, nous explorerons ensemble comment mieux comprendre les gens, comment déchiffrer ce qui n'est pas dit, comment gérer leurs propres émotions dans les situations sociales et comment devenir quelqu'un qui se connecte à l'authenticité, laissant une marque positive dans chaque interaction. Vous apprendrez à identifier les signes non-verbaux, à établir des relations solides, à mener des conversations difficiles et à développer une présence qui transmet le respect, la chaleur et la collaboration. Ce n'est pas seulement un autre guide sur les compétences sociales. C'est une invitation à révolutionner la façon dont vous vous liez au monde. Peu importe que vous soyez introverti ou extraverti, que vous soyez facile de parler en public ou que vous préfériez des dialogues plus intimes, que vous travaillez en équipe ou seul, si vous avez un réseau de contacts large ou que ce sont des coups de connexion. L'intelligence sociale ne dépend pas de votre type de personnalité, mais de votre désir d'observer, d'apprendre et de pratiquer. Et c'est exactement ce que nous ferons ici. Gardez votre esprit ouvert et votre cœur réceptif. Chaque concept, chaque technique et chaque histoire que vous entendrez a été conçue pour vous rapprocher d'une version plus consciente, empathique et qualifiée de vous-même, une version capable de vivre et de construire avec d'autres plus importantes. Dans un monde de plus en plus complexe, qui sait interpréter et répondre aux émotions des autres non seulement survit mais prospère. Ce sont ces gens qui inspirent, dirigent, s'unissent et se transforment. Ce sont eux qui partent. Un héritage. Alors respirez profondément, concentrez-vous et préparez-vous. Vous êtes sur le point de commencer un voyage qui, si vous pouvez sérieusement, peut changer non seulement la façon dont vous vous liez aux autres, mais aussi comment vous vous voyez. Parce que la compréhension des autres commence toujours par un regard à l'intérieur. L'intelligence sociale,
plus qu'une technique, est un moyen de vivre avec plus de présence, de sensibilité et de connexion. Commençons. Avant de suivre, partagez avec nous, de quelle ville nous suivez-vous? Et si ce message a résonné avec vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ainsi, vous ne perdrez aucun contenu qui pourrait enrichir votre esprit et l'apporter, jour après jour, la vie que vous méritez vraiment. Le moment est maintenant. Allons-y. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans la façon dont notre cerveau est programmé pour ressentir ce que ressentent les autres. C'est la base neurologique de l'empathie automatique, une capacité presque instinctive à raisonner à l'état émotionnel de quelqu'un d'autre sans qu'un seul mot ne soit dit. Grâce aux neurones infirmiers, nous sommes en mesure de percevoir la tension dans l'air même lorsque personne ne parle. Nous ressentons quand quelqu'un est triste, même s'il essaie de se déguiser. Nous ne partageons la joie des autres qu'en observant une expression. Pas étonnant que les émotions soient si contagieuses, il suffit à une personne d'un groupe de montrer une irritation ou un enthousiasme afin que, sans s'en rendre compte, d'autres commencent à s'aligner sur ce climat. Cette connexion n'est pas un acte de logique, c'est une réflexion, une réponse du système nerveux qui nous a aidés à survivre pendant des millénaires. Parce que, pour la plupart de l'histoire humaine, notre survie dépendait non seulement de la force physique, mais de la capacité de lire et de répondre aux autres membres de la tribu. Le plus intéressant? Cela se produit sans effort conscient. Lorsque nous voyons quelqu'un se blesser, notre visage se contracte. Quand quelqu'un rit vraiment, nous sourions sans réfléchir. Nous n'avons pas décidé, cela arrive juste. Et c'est là que l'intelligence sociale entre en jeu, en prenant conscience de ces processus automatiques et en apprenant à les interpréter avec précision. Parce que, alors que l'empathie biologique est innée, la transformer en un outil puissant nécessite une attention, une pratique et un raffinement. En plus du neurone infirmier, d'autres systèmes cérébraux sont impliqués dans cette connexion humaine. L'une est le système limbique, chargé de réguler nos émotions et de déchiffrer ceux des autres. Ce système ancien, en termes évolutifs, agit plus rapidement que la raison. Nous ressentons donc souvent quelque chose dans l'air avant même que nous puissions l'expliquer. Il nous prévient lorsqu'une cible menace, lorsqu'une voix transmet une tendresse, ou quand quelque chose ne va pas guider nous dans la lecture émotionnelle de l'environnement avant que l'esprit rationnel ne traite toute information. Et pourtant, dans la vie moderne, nous nous déconnectons de cette sagesse instinctive. Nous nous réfugions sur les écrans abstraits, les routines et les pensées, ignorant les signaux que notre corps et notre cerveau traitent constamment. La récupération de cette sensibilité est l'un des plus grands avantages de la formation de l'intelligence sociale. Il s'agit de réapprendre à entendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui se fait sentir, ce qui est révélé sans mots, ce qui vibre dans le ton de la voix, dans les gestes, dans les silences. Parce que c'est là que les obligations les plus profondes sont construites. Comprendre comment nous sommes programmés pour nous connecter explique également pourquoi l'isolement social en donne autant. D'un point de vue biologique, la déconnexion n'est pas seulement inconfortable, elle est perçue comme une menace. Rejet social actif dans le cerveau les mêmes régions qui répondent à la douleur physique. C'est-à-dire que se sentir exclu qui fait autant de mal qu'une blessure. Par conséquent, cultiver des relations authentiques, empathiques et saines n'est pas un luxe émotionnel, c'est un besoin neurophysiologique. Nous devons nous sentir vus, compris, acceptés. Et ce besoin est universel, quelle que soit la culture, le sexe ou l'âge. Dans cette première étape vers une intelligence sociale plus réglée, il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche de connexion. Tout, dans une plus ou moins la mesure, nous souhaitons appartenir, nous voulons être entendus, respectés. Et nous portons tous en nous le potentiel biologique pour créer ces liens. Au fur et à mesure que nous allons de l'avant, vous apprendrez non seulement à identifier les signes sociaux des autres, mais aussi à devenir plus conscient de la façon dont les vôtres affectent ceux qui vous entourent. Parce que la connexion commence en vous, mais elle se reflète et se dilate dans chaque look, dans chaque geste, dans chaque mot partagé. L'intelligence sociale n'est donc pas seulement un ensemble de techniques de plaisir ou de persuasion. C'est une profonde reconnaissance de notre humanité partagée. C'est l'art d'honorer cette programmation naturelle qui nous amène à chercher l'autre, à le comprendre, à l'accompagner. Et bien que cette capacité soit enregistrée dans notre cerveau, elle peut également être renforcée en tant que muscle. Plus nous l'exerçons avec l'intention, plus son impact est grand.
Avec cette connaissance, vous êtes prêt à voir le monde par un nouvel objectif, celui du cerveau social, cet outil évolutif qui nous rappelle que, au fond, nous sommes faits pour nous connecter. Étape suivante, déchiffrer les gens, les clés pour interpréter le langage corporel et les émotions. Comprendre les gens va bien au-delà d'entendre leurs paroles. En fait, la plupart de ce que nous communiquons vraiment se produit au-delà de la parole. Les gestes, les postures, les looks, le ton de la voix et même les pauses ou les silences révèlent plus que quelqu'un est souvent disposé à l'admettre. La lecture des gens est un art qui nécessite une attention, une sensibilité et une formation. Dans ce chapitre, nous avons plongé dans les clés essentielles pour développer cette capacité à interpréter un langage non verbal et les émotions qui se cachent derrière ce qui est dit. Les micro-expressions, par exemple, sont l'un des phénomènes les plus révélatrices et subtils de la communication humaine. Ce sont des mouvements faciaux involontaires qui ne durent qu'une fraction de seconde, mais qui exposent une véritable émotion, la colère, la tristesse, la surprise, le mépris ou la joie. Ce sont des réponses presque instantanées du cerveau émotionnel, avant que l'esprit rationnel n'ait le temps de les filtrer. Les détecter nécessite de la pratique, mais une fois que vous avez réglé vos yeux, une fenêtre puissante s'ouvre sur le monde intérieur des autres. Un autre indicateur crucial est la posture corporelle. La façon dont quelqu'un s'assoit, se lève ou bouge en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Un corps fermé, les bras croisés, les épaules tombées, un aspect faible, peut signaler l'insécurité, la méfiance ou la défense. Déjà une posture ouverte, coffre exposé, épaules détendues, contact visuel ferme, reflète généralement la sécurité, la disposition pour le dialogue et l'ouverture émotionnelle. Il ne s'agit pas de faire des jugements rapides, mais d'observer la cohérence entre ce qui est dit et ce que le corps se manifeste. En cas de contradiction, le corps est généralement plus sincère. Le ton de la voix révèle également des intentions, des émotions et des niveaux d'honnêteté. Une voix tendue, à rythme rapide, peut indiquer l'anxiété ou tenter de baisser. Un volume excessivement faible peut trahir l'insécurité, l'hésitation ou même le désir de passer inaperçu. Déjà une voix ferme, ponctuée de ruptures naturelles, révèle la confiance de soi et la clarté intérieure, comme si chaque mot portait le poids exact de son intention. Mais c'est dans les nuances, dans les changements soudains de l'intonation, qu'il réside les indices les plus révélateurs. Un léger tremblement en prononçant certains mots, une chute soudaine de ton en abordant un sujet délicat ou une augmentation inattendue du volume, ce sont les signes que quelque chose de profond est touché. C'est dans ce territoire subtil que l'intelligence sociale révèle son aspect le plus raffiné et le plus puissant, la capacité de déchiffrer les émotions. Tout le monde n'exprime pas ce qu'il ressent avec les mots. Par éducation, peur ou habitude culturelle, beaucoup apprennent à masquer leurs véritables émotions. Ils peuvent dire que tout va bien tant que les yeux se détournent ou jurent qu'ils ne sont pas ennuyés tant que leurs doigts s'entrelacent. La différence entre l'interaction superficielle et la connexion authentique est précisément dans la capacité de voir au-delà de la parole. Il ne s'agit pas d'exposer l'autre ou de présumer en savoir plus qu'il n'est disposé à partager, mais de cultiver une sensibilité qui permet de capturer les signes sans envahir, sans pression, simplement être présent avec toute l'attention. Souvent, montrer simplement la disponibilité pour que l'autre se sente suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Et cette disponibilité n'est pas transmise avec des phrases élaborées, mais avec des gestes simples, un regard de près, un silence respectueux, une position qui dit « je suis ici », sans hâte, sans jugement. Pour améliorer cette capacité, il est essentiel d'apprendre à observer avec une véritable curiosité, comme un nouveau déchiffrement de langue. Cela nécessite la perception de la formation pour se retirer de leur propre et plonger dans l'expérience des autres, reconnaissant que ce que vous voyez n'est pas toujours ce que vous comprenez immédiatement. Le langage corporel, après tout, n'est pas un code universel. Chaque geste a un sens dans un contexte, façonné par l'histoire personnelle, la culture, le moment émotionnel. Lorsque vous développez cette sensibilité, vous réalisez également vos propres signes non-verbaux. Notez comment son expression change sous tension, comment la voix gagne ou perd la force en fonction de l'état d'esprit, comment le corps réagit à certaines présences ou thèmes. Cette connaissance de soi est aussi précieuse que la capacité de lire les autres car elle vous permet d'ajuster votre propre communication pour transmettre plus de clarté, de confiance et d'harmonie. Au fond, lire les gens est un acte d'empathie en action. C'est pour dire, sans mots, je te vois.
Je t'entends. Qu'est-ce que tu ressens, même si ce n'est pas dit? Il construit des ponts invisibles entre les émotions, la compréhension sans explication longue. Et quand quelqu'un est vraiment compris à ce niveau, quelque chose se transforme, les défenses tombent, le dialogue coule plus authentiquement et les liens sont renforcés. Dans la vie quotidienne, cette capacité se traduit par des choix plus conscients, des relations plus solides et une influence plus positive sur qui est autour d'eux. Que ce soit dans une conversation avec un ami, une négociation professionnelle, un conflit familial ou même une réunion occasionnelle, savoir comment lire les gens vous permet de répondre plus humainement et stratégiquement. Dans un monde où la déconnexion émotionnelle semble grandir, c'est un avantage qui va au-delà du pragmatisme, c'est une façon de sauver l'essence de ce qui nous rend humains. Le pouvoir de l'intelligence sociale est précisément là, dans la capacité d'interpréter ce qui n'est pas évident, à se connecter avec l'invisible, mais toujours présent, dans chaque geste, chaque pose, chaque regard. Ce n'est pas une supposition ou une manipulation, mais d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur de voir l'autre, et, quand cela, en découvrant de nouvelles couches de vous-même. Parce que chaque émotion que vous déchiffrez dans l'autre la révèle également, la transforme. Ainsi, l'art de la connexion authentique est construit. Chapitre 3. Écoute active, la superpuissance des grands connecteurs. Dans une époque saturée de notes de bruit, des discours prêts, des dialogues hâtifs, la véritable écoute est devenue un bien rare. Beaucoup de gens confondent l'écoute à l'écoute, alors qu'en fait la différence entre les deux est épouvantable. L'écoute est passive, l'écoute est un acte de présence, une attention délibérée, un véritable intérêt pour l'autre. Et c'est cette écoute active et profonde qui sépare les interactions de surface des connexions qui marquent la vie. Quand quelqu'un se sent vraiment entendu, quelque chose à l'intérieur de cette personne désarme. Les défenses tombent, les mots coulent avec plus de liberté, car une écoute authentique ne capture pas seulement des sons, capture les émotions, les silences, ce qui n'a pas été dit. L'écoute signifie activement être là avec tous les sens, sans distraction, sans jugement, sans l'anxiété de formuler une réponse avant même la fin de l'autre. Il transmet, sans mots, un message puissant, votre expérience est valable. Ce que vous ressentez compte. Ce genre d'écoute est rare, par conséquent, quand quelqu'un l'essaie, a l'impression d'avoir reçu un cadeau inattendu. Pour le développer, la première étape consiste à apprivoiser votre propre attention. Nous vivons à une époque où notre capacité à se concentrer est constamment sabotée par des stimuli externes et internes. L'écoute nécessite vraiment le silence de ce bruit, même pendant quelques minutes, et diriger toute l'énergie à la personne devant vous. Cela signifie, regardez dans les yeux, observez les micro-gestos, percevez les variations du ton de la voix, et surtout, résiste à l'envie d'interrompre ou de remplir chaque pause avec leurs propres mots. Une partie essentielle de l'écoute empathique est la validation émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce que dit l'autre, mais de reconnaître leurs émotions comme légitimes. Des phrases comme « Je comprends comment cela a dû être difficile pour vous » ou « Il semble que cela vous ait profondément affecté » créent un espace où l'autre personne se sent autorisée à être sincère. Valider n'est pas l'approbation, la justification ou la fixation, c'est simplement accepter que ce que l'autre ressent est réel pour lui, et cette reconnaissance soulage les tensions et approfondit la confiance. De plus, l'écoute active implique de réfléchir, répéter avec vos mots ce que vous comprenez, confirmer les significations, montrer que vous suivez non seulement les mots, mais le sentiment derrière eux. Des phrases comme « Si je comprends bien, vous dites que » ou « D'après ce que j'ai réalisé, il vous a fait » se sentir. Il montre que vous n'écoutez pas seulement, vous traitez, vous vous souciez. Cette pratique, en plus d'éviter les malentendus, fait que l'autre se sent vraiment vu. Lorsque vous dites « Si je comprends bien », ce que vous dites est ou de ce que j'écoute, vous vous sentez, vous ne vérifiez pas seulement les informations, vous construisez un pont. Ces phrases simples mais puissantes garantissent que le dialogue coule sur un terrain d'entente où les deux se sentent en sécurité pour explorer les idées et les émotions sans craindre d'être mal compris. Plus qu'une technique, c'est une invitation à la confiance. Je suis ici, et je veux comprendre non seulement vos mots, mais le monde derrière eux. Ce type de rétroaction clarifie non seulement, mais crée également un champ d'alignement émotionnel. C'est comme si, à chaque réflexion partagée, vous dites « Vos émotions avaient du sens » et que je suis à vos côtés pour les déchiffrer.
Ce réglage génère une connexion authentique, où l'autre personne ne se sent pas seule avec vos pensées et vient de vous voir un allié, pas un juge ou un sauveur hâtif. Voici l'un des plus grands défis de l'écoute authentique, le piège de la solution prématurée. Combien de fois, lorsque nous entendons une plainte ou un dilemme, notre première impulsion est-elle à offrir des conseils prêts, des raccourcis ou des réponses? Après tout, nous étions conditionnés à croire que d'aider signifie résoudre. Mais la plupart du temps, ce dont l'autre a besoin n'est pas une issue, mais un espace pour organiser sa propre voie intérieure. Lorsque nous interrompons ce processus avec des solutions de détente, nous risquons de le faire taire, et pire, pour vous faire sentir que votre douleur a été réduite à un problème pour être fixe. Par conséquent, la véritable écoute nécessite de contenir avant la fixation. C'est comme tenir un vase fragile avec les deux mains, vous ne le pressez pas, ne le secouez pas, ne le remplissez pas de vos propres idées. Vous le soutenez simplement, donnant du temps à la personne pour trouver son propre équilibre. Cet acte de patience, si rare dans un monde obsédé par l'efficacité, est en fait l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir. Parce que quand quelqu'un se sent vraiment entendu, son esprit se calme, ses émotions sont commandées, et souvent la solution se présente par elle-même, sans avoir à imposer quoi que ce soit. Mais méfiez-vous, l'écoute en profondeur exige également la connaissance de soi. Au cours d'une conversation intense, il est courant que nos propres blessures, préjugés ou souvenirs soient activés. Un commentaire peut ressembler à une critique voilée, un ton de voix peut nous transporter vers des conflits passés. À ce stade, le défi n'est pas de laisser nos réactions automatiques être une attention séquentielle que nous devrions se donner. Il s'agit d'observer sans fusionner la reconnaissance que bien que vos mots puissent résonner en vous, ce n'est pas le moment pour votre histoire, mais pour la sienne. L'écoute est donc un acte de vidange temporaire. Ne pas annuler qui vous êtes, mais pour créer de l'espace pour que l'autre existe pleinement dans la conversation. C'est comme ouvrir une porte et dire, ici, en ce moment, ce qui compte, c'est toi. Cette humilité, cette volonté de mettre l'ego de côté, est ce qui transforme un dialogue commun en une rencontre humaine mémorable. Et le plus fascinant? Cette capacité ne se limite pas à l'amélioration de nos relations, il les révolutionne. Dans l'environnement professionnel, les équipes qui pratiquent l'écoute active collaborent avec plus de fluidité, innovent avec plus de courage et résolvent des conflits avec plus de maturité. À la maison, les familles qui cultivent cette habitude construisent des liens plus résistants, où même les silences deviennent sûrs. Parmi les amis, une écoute profonde permet des conversations difficiles, celles qui évitent, se produisent avec le respect et l'ouverture. Même dans les brèves interactions, comme un épanouissement de levage ou un échange de regards avec un étranger, la qualité de notre présence fait une différence. Parce qu'au fond, nous avons tous une faim ancestrale, la nécessité d'être vus. Quand quelqu'un nous offre une véritable écoute, même pendant quelques minutes, quelque chose en nous s'allume. C'est comme si soudainement le monde avait à nouveau du sens. Être un grand connecteur n'a donc rien à voir avec les réponses brillantes ou les discours inspirants. Les leaders émotionnels, ceux qui laissent des marques sur les gens, sont presque toujours ceux qui savent se taire. Ceux qui transforment leur attention en refuge, pas une scène. Et le meilleur de tous? Ce n'est pas une qualité réservée à quelques-uns. C'est un choix, l'escole. Il doit être présent, pour s'ouvrir au mystère de l'autre, pour accompagner sans envahir. L'écoute active, Love in Motion. C'est pour donner du temps, de l'attention et de la présence comme s'ils étaient les ressources les plus précieuses que nous ayons, car, en fait, ils le sont. Et lorsque nous le cultivons, nous récoltons beaucoup plus que des relations plus fortes, nous développons une écoute plus aiguë nous-mêmes. Parce que la même empathie que nous nous proposons, et nous devons, répondre à nos propres émotions, pensées et besoins inaptes. De cette façon, l'écoute devient une pratique de l'expansion, élargit notre conscience, enrichit nos connexions et nous rend à l'essence de ce que l'être humain signifie, non pas comme des îles isolées, mais comme des ponts vivants entre le cœur. Et c'est dans ce territoire de présence authentique que nous constatons, après tout, que la véritable intelligence ne parle pas, mais en sachant comment écouter le monde. Lorsque l'excitation des autres nous envahit au point de la pensée nuageuse, c'est un signe que nous devons déclencher une empathie cognitive. Oui, car il y a des moments où nous comprenons rationnellement, mais l'autre ne se sent pas vraiment vu. Dans ce cas, il peut être nécessaire de faire de la place à la dimension émotionnelle, non pas comme un choix rigide, mais comme un ajustement de fréquence subtile.
Voici le secret, sensibilité flexible. Ceux qui dominent l'intelligence sociale ne s'améliorent pas en une seule façon de faire preuve d'empathie. Au contraire, ils adaptent votre réponse en fonction de la situation et du besoin de l'autre. Parfois, cela signifie abaisser les défenses et vous permettre de se sentir vulnérable. Dans d'autres, cela signifie se maintenir fermement pour que l'autre ne s'effondre pas complètement. Les deux postures peuvent être tout aussi aimantes, tout aussi valables, tout aussi humaines. La formation de cette dualité nécessite, tout d'abord, de tourner à l'intérieur. Observez comment le corps réagit aux émotions des autres, comment nous interprétons les signes que nous recevons, comment nous nous rapportons à notre propre douleur. Plus nos états internes sont conscients, plus notre capacité à se connecter entre elles sans perdre le centre. L'empathie, après tout, commence à la maison. Si nous refusons ou ignorons nos émotions, comment offrir une véritable compréhension aux autres? Et l'attention, l'empathie n'est pas la même chose que d'accord. Nous pouvons comprendre la perspective et l'émotion de l'autre sans les partager ou les justifier. L'empathie n'est pas une complicité, pas une approbation, pas de se rendre. C'est simplement la connexion, la possibilité de dire « je vois d'où vient votre douleur, même si vous ne le ressentez pas comme vous » ou « je comprends votre émotion, bien que vous ne souteniez pas vos choix ». Cette distinction est cruciale, en particulier dans les contextes de conflit, où l'empathie cognitive nous permet de maintenir le respect sans tomber dans la condescendance ou la fusion émotionnelle. Le développement de cette capacité enrichit non seulement nos relations, mais cela nous rend plus humains. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les opinions s'affrontent au lieu du dialogue, l'empathie, sous toutes ses formes, est l'antidote contre l'indifférence, le jugement hâtif et la déshumanisation. Comprendre sans justifier, se sentir sans s'effondrer, accompagner sans absorber. C'est l'équation d'une intelligence émotionnelle mature, sensible et efficace. Apprendre à distinguer l'empathie cognitive et émotionnelle n'est pas un exercice abstrait. C'est une pratique quotidienne, une décision constante d'être présent avec conscience, de voir dans l'autre le reflet de leur propre vulnérabilité. C'est la possibilité de choisir de répondre au lieu de réagir automatiquement. Et ce faisant, nous ne sommes pas seulement de meilleurs communicateurs, nous devenons de meilleurs êtres humains. Parce que chaque fois que nous comprenons ou ressentons les uns avec les autres, même au milieu des différences, nous tisons le réseau invisible qui nous unit. Et c'est dans ce réseau de connexion authentique que nous découvrons ce qui, au fond, nous rend profondément égaux. Chapitre 5, l'intelligence émotionnelle appliquée au social. L'intelligence émotionnelle va bien au-delà de la reconnaissance de ce que nous ressentons. Il est avant tout de savoir comment gérer ses émotions judicieusement, surtout lorsque nous sommes par rapport aux autres. Dans le domaine de l'intelligence sociale, cette capacité devient un outil puissant pour construire des liens sains, authentiques et durables. La façon dont nous traitons notre monde émotionnel façonne notre communication, définit comment nous sommes perçus et détermine l'impact que nous avons sur nous. Ce n'est pas seulement ce que nous ressentons, mais ce que nous transmettons. Et souvent l'état émotionnel d'un. La seule personne a le pouvoir de transformer, pour le bien ou le mal, le climat d'un groupe, une relation, un environnement entier. L'autorégulation émotionnelle est l'art de maintenir l'équilibre interne même au milieu des interactions sociales. C'est la capacité de reconnaître une émotion intense, elle est de la colère, de la frustration, de la peur ou de la tristesse et de choisir consciemment comment l'exprimer quand il est vraiment nécessaire de le faire à ce moment-là. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions, mais de les gérer intelligemment, de ne pas agir sur l'impulsion ou de blesser les liens qui nous unissent. Une personne émotionnellement intelligente n'est pas une personne qui n'est jamais agacée, mais qui, même en ressentant la colère, choisit de parler clairement au lieu de crier. C'est celui qui, face à l'anxiété, ne le décharge pas automatiquement sur les autres. C'est celui qui comprend qu'une émotion n'a pas besoin de devenir une réaction automatique. Dans les interactions sociales, cette autorégulation est essentielle car les émotions sont contagieuses. Le phénomène de la contamination émotionnelle est largement étudié, il suffit à une personne d'entrer dans un espace avec une attitude négative ou tendue afin que l'environnement entier soit affecté. L'inverse est également vrai, une personne qui rayonne calme, joie ou enthousiasme peut élever l'état émotionnel d'un groupe entier. Nous sommes des êtres sociaux profondément et donc émotionnellement interdépendants. Ce que nous ressentons, exprimons et projetons, il a un réel effet sur qui est autour de nous.
Par conséquent, la culture de l'autorégulation émotionnelle n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais aussi un acte de soin collectif. Imaginez un chef d'équipe devant un revers inattendu. S'il est emporté par l'anxiété et extériorisant sa frustration sans filtre, toute l'équipe absorbera cette énergie, tension, peur, doute. Mais si ce même leader, en reconnaissant son stress, respire, raconte et parle de sérénité, le groupe se sentira contenu, motivé et concentré. Le résultat ne dépend pas tellement du problème lui-même, mais de la façon dont il est géré émotionnellement. Il en va de même pour les relations familiales, l'amitié ou l'amour. La façon dont nous régulions nos émotions définit la qualité de nos réponses, la profondeur de nos liens et la santé émotionnelle de l'environnement que nous partageons. La clé est de développer une conscience émotionnelle active. Avant de réagir, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens exactement? D'où vient cette émotion? Est-il proportionnel à la situation, ou est-il coloré par des expériences passées? Comment répondre? Quel serait l'impact de ma réaction sur l'autre? Cette pause, même quelques secondes, est l'espace où l'intelligence émotionnelle habite. C'est l'intervalle entre le stimulus et la réponse où réside notre liberté et notre pouvoir de choix. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec la pratique, il devient une habitude naturelle, une mode de vie plus lucide et compatissante. En plus de cette pause consciente, il existe des techniques concrètes pour autoréguler les émotions dans les situations sociales. La respiration profonde est l'une des plus efficaces, quelques secondes d'inspiration et d'expiration contrôlées peuvent réduire considérablement l'intensité d'une émotion. Une autre stratégie est la redirection mentale, au lieu de nous réparer dans ce qui nous dérange dans l'autre, nous pouvons nous demander, qu'est-ce que cette personne ressent? Quel besoin n'est pas satisfait? Ce simple déplacement de la perspective dissout la réactivité et nous permet d'agir de la compréhension, et non de la défense. Il est également utile de cultiver des phrases d'ancrage, des mantras internes qui nous reconnectent avec notre pouvoir de choix. Je peux décider comment répondre, mon émotion est valable, mais vous n'avez pas à me maîtriser. Ces rappels agissent comme des boussoles au milieu de la tempête émotionnelle, nous guidant à l'équilibre. La maîtrise de cette compétence a aiguisé notre capacité à lire les émotions des autres plus précisément. Lorsque nous sommes régulés émotionnellement, notre domaine de perception se développe. Nous cessons de voir l'autre à travers les lentilles déformées de nos projections et observons clairement ce qui est réellement en jeu. C'est comme si, en apaisant nos propres eaux internes, la surface émotionnelle de l'autre devenait plus claire, libre des vagues que notre propre agitation crée. Cette combinaison d'autorégulation et d'observation empathique est le secret de personnes émotionnellement intelligentes, ils peuvent profondément se connecter sans perdre leur centre, comme des arbres dont la racine. L'entreprise permet à vos succursales de s'étendre généreusement. Un autre aspect fondamental est de reconnaître comment notre état émotionnel colore notre communication. Lorsque nous sommes tendus, nous interprétons les mots de l'autre comme des menaces voilées. Un commentaire neutre devient critique, un silence devient une désapprobation, un geste ambigu est lu comme une hostilité. Mais lorsque nous sommes sereins, notre perception se développe. Nous avons commencé à entendre au-delà des mots, à répondre gentiment même face au désaccord, en désaccord sans se rompre. Par conséquent, réglementer nos émotions n'est pas seulement un acte d'auto-soin, c'est un cadeau que nous offrons à nos relations. Il se transforme non seulement comme nous le ressentons, mais comment nous sommes reçus et comment nous influençons l'environnement qui nous entoure. Il est crucial de comprendre que l'autoréglementation émotionnelle n'est pas synonyme de fridé ou de déconnexion. Au contraire, c'est l'art d'être profondément humain, mais de manière responsable. Cela signifie honorer ce que nous ressentons sans le laisser dicter avec impulsivement nos actions. Cela nous permet d'être vulnérables sans être fragiles, expressifs sans être destructeurs, authentiques sans être chaotiques. C'est la base de laquelle les relations sont construites en fonction de la confiance, de la transparence et du respect mutuel, non pas ce respect superficiel qui évite les conflits, mais qui est né du courage d'être réel sans blesser. La pratique constante de l'intelligence émotionnelle dans nos interactions sociales exploite une transformation silencieuse mais profonde. Il nous libère des normes automatiques qui nous font réagir au lieu de répondre, nous rendait le pouvoir de choisir qui nous voulons être à chaque réunion, dans chaque dialogue. Et plus que cela, cela fait de nous des agents du changement, des gens qui soulèvent le ton des conversations,
qui inspirent leur présence, qui soutiennent sans s'étouffer. Dans un monde où la réactivité est devenue une monnaie actuelle, ceux qui cultivent cette conscience émotionnelle deviennent un phare, non pas en imposant sa lumière, mais en illuminant les chemins avec clarté et humanité. Reconnaître l'impact de nos émotions sur les autres n'est pas un fardeau, mais une opportunité de montrer l'exemple. C'est la possibilité de tisser des liens plus authentiques, de contribuer à un environnement où l'honnêteté et les soins se déplacent côte à côte. Parce que, au fond, la véritable intelligence sociale n'est pas mesurée par la capacité de manipuler, mais par la capacité de se connecter, avec soi-même et avec le monde. Chapitre 6, Conversation difficile, comment dire ce que vous pensez sans perdre la relation. Des conversations difficiles sont inévitables, mais n'ont pas besoin d'être destructrices. Ce sont ces moments où quelque chose d'important, une limite, une critique, un désaccord ou un besoin profond, doit être dit, mais la peur des conséquences nous pèse. Et vous blessez? Et s'il est mal interprété? Et si la relation s'éteint? Souvent, nous sommes paralysés entre la sincérité et la préservation du lien, comme si nous devions choisir entre être vrai ou diplomatique. Mais les personnes ayant une intelligence sociale élevée savent que la solution n'est pas d'éviter ces dialogues, mais de maîtriser l'art de les conduire. La communication alertiva est ce pont, ni la passivité qui avale les mots de peur ni l'agressivité qu'elle impose par la force. C'est la capacité d'exprimer clairement les pensées et les sentiments, sans retirer ni se soumettre. Dans une conversation difficile, assertivity nous permet de maintenir la fermeté dans le message alors que nous gardons la porte ouverte à une autre. Il ne s'agit pas de gagner la discussion, mais de créer un espace où les deux parties peuvent être entendues, même si elles ne sont pas d'accord. Ceux qui communiquent avec assertivity ne font pas partie de la défense ou de l'attaque, mais d'un lieu de respect, pour eux-mêmes et pour l'autre. Son intention n'est pas de prouver un point, mais de construire une connexion basée sur la vérité et le véritable désir de résoudre. L'un des outils les plus puissants de ce contexte est l'utilisation de messages à la première personne. Au lieu de pointer des doigts avec des phrases comme « vous le faites toujours » ou « vous ne m'entendez jamais », qui génèrent une résistance, nous pouvons nous concentrer sur notre propre univers émotionnel. Je me sens frustré quand je ne suis pas entendu, parce que j'ai besoin de me sentir considéré. Cette approche réduit la probabilité que l'autre soit attaqué et ouvre la voie à un dialogue plus productif. Un autre pilier est la validation, non pas comme un accord, mais en reconnaissance de l'expérience des autres. Des phrases comme « je comprends que cela est important pour vous » ou « je vois que cela vous affecte » n'affaiblit pas notre position, au contraire, il démontre que nous pouvons soutenir nos idées sans invalider celles de l'autre. Valider désarme la défensive et crée un terrain fertile pour une compréhension mutuelle. Dans des conversations difficiles, à quelle fréquence parle plus fort que quoi? Un ton tendance de voix, une expression faciale fermée ou une posture rigide peut annuler les mots les meilleurs. La cohérence entre l'authenticité verbale et non verbale transmet l'authenticité et minimise les malentendus. Une voix calme, un look attentif et une posture ouverte sont capables de s'adoucir pour les messages fermes, car ils communiquent « je suis ici, présent », même si nous ne sommes pas d'accord. La réception des critiques est un autre domaine de la communication sociale mini. Notre première impulsion est souvent de nous défendre, de justifier ou de riposter. Mais une réponse émotionnelle peut évoluer les conflits et nous fermer pour des opportunités de croissance. Ceux qui développent l'intelligence sociale apprennent à écouter les critiques avec curiosité. Y a-t-il quelque chose ici que je peux apprendre? Il ne s'agit pas d'accepter tout sans filtre, mais de distinguer les critiques constructives, qui pointent vers des améliorations, et un destructeur, qui cherche à blesser uniquement. Ce discernement nous donne le pouvoir de choisir ce que nous absorbons et ce que nous laissons derrière nous. Et quand sommes-nous qui devons faire une critique? La clé est dans l'attention. Au lieu de mettre en évidence l'erreur, nous pouvons parler en termes d'impact et de possibilités. Lorsque cela se produit, le résultat est X. Il serait possible d'explorer Y? Exchange, vous êtes tort, pour réfléchissons à la façon d'améliorer, changer toutes les dynamiques, transforme une confrontation en collaboration. Parce que, profondément, les conversations difficiles ne doivent pas être des batailles. Ils peuvent être des ponts. Et qui les traverse avec compétence non seulement préserve les relations, mais les renforce. Le résultat n'est pas seulement plus de réceptivité, c'est une transformation de la qualité même du dialogue.
Lorsque nous avons remplacé un « vous devriez le faire » par un « et si nous avons vécu cette perspective ?» Nous ne adoucissons pas seulement les critiques, nous invitons l'autre à co-créer la solution. Et cette invitation fait toute la différence. Parce que la vraie compétence n'est pas correcte, mais en raison de la raison partagée. Mais méfiez-vous, équilibrer la critique et la reconnaissance n'est pas une technique, c'est une posture. Il ne s'agit pas de bandurer des commentaires avec des compliments vides, mais de démontrer que nous voyons la personne au-delà de l'erreur. Je reconnais l'effort que vous avez mis ici, et je pense qu'avec cet ajustement, l'impact peut être encore plus grand. Cette phrase n'est pas une stratégie, c'est le respect. C'est pour dire, je te vois. Je vois ton potentiel. Et je crois que nous pouvons aller plus loin, ensemble. Et voici le secret le plus profond, le désaccord n'est pas désactivé. Nous pouvons différer dans les idées et converger dans le lien. L'intelligence sociale nous enseigne que le but d'une conversation difficile n'est pas de surmonter, mais de comprendre et d'être compris. Parfois, la plus grande avancée n'est pas de changer l'opinion de l'autre, mais de lui faire comprendre ce que nous ressentons. Même s'il n'y a pas de consensus immédiat, le simple fait d'être parlé sans blessure est déjà une victoire, car il transforme le conflit en un terrain fertile pour la confiance. Chaque dialogue difficile que nous sommes confrontés clairement et que nous respectons renforce les fondements de nos relations. C'est comme le tissage d'un réseau, chaque fil depuis le rend plus difficile. Et pour que ces fils soient fermes, la préparation est essentielle. Avant une conversation difficile, cela vaut la peine de poser 3 questions. 1. Quelle est ma véritable intention? Ne le justifie pas, mais le but profond. 2. Comment puis-je transmettre cela pour que l'autre se sente en sécurité à écouter? 3. Qu'est-ce que je suis prêt à apprendre de cet échange? Cet exercice précédent réduit l'anxiété et augmente les chances de succès, car elle nous retire du mode réaction et nous met en mode connexion. Et si, au milieu du dialogue, les émotions montaient? Pause. Respirez. Reviens calmement. Ce n'est pas la perfection, mais la présence, être là, entière, même lorsque la vérité fait mal. Les conversations difficiles ne sont pas des ennemis à éviter, mais des alliés de croissance. Ils nous affrontent avec notre vulnérabilité, oui, mais ils nous donnent également une chance de faire preuve de courage, d'honnêteté et de respect. Chaque fois que nous les faisons face à l'intelligence sociale, nous cessons de craindre le conflit et de venir le voir comme une porte sans discorde, mais pour des relations plus authentiques. Parce que parler au cœur, sans abdiquer la vérité ou l'humanité, est l'un des moyens les plus puissants de transformer le monde que nous partageons. Chapitre 7. Connexion de Kédiction. Et transcender la superficialité. Nous vivons à une époque d'hyperconnexion numérique et de déconnexion humaine. Les écrans approchent des étrangers de l'autre côté du monde, mais nous éloignent souvent de ceux avec nous. Les interactions sont devenues rapides, efficaces et vides. Salutations automatiques, sourires de protocole, conversations qui glissent sur la surface sans jamais toucher ce qui compte vraiment. Mais derrière cette façade, un désir universel persiste, être vu. Non seulement observé, mais compris. Pas seulement entendu, mais croyait. Les gens ne veulent plus de masques, ils veulent des miroirs, quelqu'un qui reflète leur essence sans distorsion. L'intelligence sociale nous invite à briser ce cycle de superficialité. Et le chemin a 2 piliers inséparables, l'authenticité et la vulnérabilité. L'authenticité ne dit pas tout ce que nous pensons sans filtre, il agit en alignement avec qui nous sommes. C'est le courage d'abandonner les scripts sociaux et d'apparaître comme nous, avec des doutes, des imperfections et des vérités inconfortables. Lorsque nous sommes authentiques, notre voix prend du poids, notre regard transmet la sincérité et notre présence, même silencieuse, inspire la confiance. Parce que les gens ne se connectent pas avec les personnages, ils se connectent avec les gens. Mais l'authenticité seule ne suffit pas. Sans vulnérabilité, cela peut ressembler à une arrogance ou à une indifférence. La vulnérabilité est l'acte d'ouvrir les portes de ce que nous ressentons vraiment, même lorsqu'il nous expose. Dans une culture qui glorifie l'invulnérabilité, admettez « j'ai peur, j'ai besoin d'aide » ou « se me blesser » peut sembler une faiblesse. En fait, c'est une force pure. Parce que seuls ceux qui font confiance à leur propre résilience osent être nus. Lorsque quelqu'un permet d'être vulnérable, il permet de faire de même. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, peu à peu,
la lumière se propage. Et c'est dans cet espace, sans jugement et agenda caché, que les relations prospèrent en fait. La confiance n'est pas construite avec le temps, mais avec la qualité de présence. Vous pouvez passer des années avec quelqu'un et pourtant ressentir un abîme entre vous. Ou vous pouvez avoir une seule conversation à une seule heure et sortir avec le sentiment d'avoir trouvé un allié. Quelle est la différence? Toute l'attention. Le courage de dire quelque chose de réel. La volonté d'écouter au-delà des mots. La confiance naît lorsque l'autre se rend compte. Tu ne me plaisantes pas. Vos paroles et vos actions sont cohérentes. Je suis en sécurité ici. Et comment cultivons-nous cela? Avec de petits actes de courage quotidien. Une stratégie puissante est une variation de soi progressive, partager des parties de nous-mêmes progressivement et sensibles. Il ne s'agit pas de vider notre histoire de vie à la fois, mais d'offrir des fenêtres, une mémoire significative, une émotion récente, un apprentissage qui nous a marqués. Ces fragments humanisent. Ils nous retirent du rôle de collègue, patron ou connu et nous transforment en vraies personnes. Bien sûr, cela nécessite une sensibilité. Chaque instant n'est pas propice à la profondeur, et chaque personne n'est pas prête à la recevoir. Mais lorsque nous calibrons bien, l'effet est magique, l'autre se sent invité à s'ouvrir également. Un autre élément non négociable est la cohérence. Les mots construisent des ponts, mais les actions les soutiennent. Si nous disons que nous apprécions la transparence, mais que nous masquons des informations importantes, la confiance de ruit. Si nous promettons un soutien, mais que notre attention est divisée, l'autre se sent. La confiance est comme un jardin, il ne fleurit que lorsqu'il est arrosé avec une intégrité constante. Et puis il y a l'écoute. Pas l'audition passive, mais l'écoute active, celle qui valide, reflète et plonge dans les lignes. Quand quelqu'un se sent vraiment entendu, quelque chose à l'intérieur se détend. Les défenses tombent. Les masques se détachent. Parce que rien ne dit « vous comptez » plus que toute l'attention. Enfin, nous devons abandonner la nécessité d'impressionner. Nous nous perdons souvent en essayant d'être intéressants quand ce dont le monde a vraiment besoin, ce sont les gens intéressés. Il ne s'agit pas de briller, il s'agit d'illuminer l'autre. Et quand nous faisons cela, lorsque nous choisissons la connexion réelle au lieu de la performance, nous trouvons quelque chose de surprenant, l'authenticité est le nouveau charisme. Lorsque nous essayons de plaire ou de se démarquer, nous tombons souvent sur le piège de l'exagération, de la compétition ou de la façade. Mais cela ne crée que des murs. La vraie connexion est née de l'humilité, et non de l'ostentation. Ce qui touche les gens n'est pas notre perfection, mais notre humanité, les doutes que nous partageons, les leçons que nous apprenons, les vérités que nous osons dire. L'intelligence sociale nous apprend que la connexion n'est pas forcée ou ne se manipulant pas, il s'épanouit d'une honnêteté émotionnelle. Chaque interaction est une chance d'approfondir les liens. Un accomplissement peut être plus qu'un rituel s'il s'accompagne d'un coup d'œil. Ah, comment vas-tu? Vous pouvez ouvrir des portes pour des dialogues importants si vous êtes dit avec une vraie curiosité. Une pause à écouter peut transformer plus de 1000 conseils. Et un geste sincère, un mot d'encouragement, un acte de gentillesse, peut être enregistré dans la mémoire émotionnelle de quelqu'un. Dans un monde affamé d'authenticité, chaque geste authentique est une graine de connexion. Construire des relations profondes n'est pas une question de chance, mais de choix conscient. C'est le résultat de décider de le montrer tel qu'il est, d'honorer ses émotions, d'écouter avec présence et d'agir avec intégrité. Il ne s'agit pas d'être impeccable, mais d'être réel. Parce que, au fond, ce que nous recherchons tous n'est pas l'entreprise de personnes parfaites, mais la proximité de ceux qui sont prêts à partager leur vérité. C'est l'essence de l'intelligence sociale, la connexion la plus puissante se produit lorsque nous osons être nous-mêmes. Chapitre 8. Influence positive, comment devenir quelqu'un qui élève les autres. L'influence est l'une des expressions les plus visibles de l'intelligence sociale, mais toutes les influences ne sont pas égales. Il y a ceux qui influencent la peur, la manipulation ou l'auto-intérêt. Et il y a ceux qui inspirent le respect, l'authenticité et le véritable désir de contribuer. La véritable influence positive ne cherche pas à maîtriser ou à convaincre de force, il est né de l'exemple, de la cohérence et d'une présence qui font grandir les autres. Être une influence positive ne nécessite pas de position de charisme ou de pouvoir retentissante.
Cela nécessite la conscience, l'empathie et l'engagement envers le bien commun. Cela nécessite l'intentionnalité dans les mots, les actions et les connexions. Le leadership social est précisément le suivant, la capacité de guider le lien humain, pas la hiérarchie. Il y a des gens qui mènent sans titre, car leur présence apporte la clarté, la direction et la motivation. Ce type de leadership n'est pas imposé à la peur, mais par respect, pas par commande, mais en écoutant. Ceux qui exercent cette forme de leadership savent lire les émotions du groupe, perçoivent les tensions avant d'exploser, célèbrent les réalisations des autres et savent qu'en parler, et lorsqu'ils sont simplement présents en silence. Diriger à l'intelligence sociale est de servir, de ne pas être au-dessus. Les styles peuvent varier, mais tous ont une racine commune, la sensibilité humaine. Il y a des leaders qui inspirent une vision claire et passionnée, infectent l'enthousiasme et donnent un but à l'effort collectif. Il y a ceux qui mènent par une écoute calme et profonde, étant l'équilibre au milieu du chaos. Et il y a ceux qui mènent par l'exemple silencieux, la cohérence quotidienne, sans avoir besoin de discours grandioses. Chacun influence sa propre voix, mais tout le monde quitte marque parce qu'ils comprennent que leur comportement résonne avec les autres. Ils ne s'attendent pas à être suivis, ils agissent simplement comme s'ils étaient déjà une référence. Pour influencer positivement, il est nécessaire d'abandonner toute forme de manipulation. La manipulation cherche à contrôler le trompeur, la culpabilité ou le chantage émotionnel. Il peut même générer des résultats immédiats, mais à long terme, il érode la confiance et détruit les relations. Déjà l'influence authentique est basée sur la transparence, dire ce que vous ressentez, demander ce dont vous avez besoin avec respect, offrez sans vous attendre à un retour et à vous soutenir avec dignité lorsque l'autre ne répond pas comme vous le souhaitez. Cette influence ne presse ni ne persuade avec des gadgets, il ouvre des moyens de sincérité. L'un des piliers les plus puissants pour générer un impact positif est une véritable reconnaissance. Évaluer les talents, les efforts et les réalisations des autres non seulement renforce l'estime de soi de l'autre, mais nous positionne également comme quelqu'un qui voit et apprécie. Un compliment sincère, un geste de gratitude ou un mot d'incitation peut changer la trajectoire d'une personne. Ce n'est pas un flatteur, mais d'observer attentivement et d'exprimer honnêtement ce que nous admirons. Non seulement cette pratique se soulève mutuellement, mais elle nous transforme, cultivant un regard plus généreux et reconnaissant dans le monde. Une autre façon puissante d'influencer les émotions. Ils sont contagieux. Ceux qui rayonnent le calme, l'enthousiasme ou l'empathie affectent instantanément ceux qui autour. Par conséquent, prendre soin de l'état émotionnel lui-même est également de prendre soin de l'environnement créé. Si nous arrivons à un espace avec tension, plainte ou jugement, cela se propage. Mais si nous sommes arrivés avec l'ouverture, avec une joie sereine, avec la volonté de collaborer, cela se multiplie également. Les gens émotionnellement intelligents ne nient pas leurs sentiments, mais ils savent les réguler afin que leur impact soit constructif. La langue que nous utilisons est un autre outil d'influence clé. Les mots peuvent blesser ou guérir, fermer ou ouvrir, diviser ou unir. Une phrase au bon moment peut motiver, calmer ou éclairer. Ceux qui dominent l'art du langage positif, non pas comme une ressource superficielle, mais comme une expression d'une vision constructive, devient une source d'inspiration. S'exprimant de oui, les possibilités, l'espoir réaliste non seulement nous positionne en tant que leaders sociaux, mais transforme également la perception collective. Notre récit a le pouvoir, et l'utiliser consciemment est un acte de responsabilité émotionnelle. De plus, l'influence positive est construite sur la vie quotidienne. Ce ne sont pas les grands gestes sporadiques qui font une différence, mais les petites actions répétées avec intention, un geste gentil, un conseil au bon moment, une aide impuissante. Une véritable écoute. Ces attitudes feront une réputation invisible, une image émotionnelle qui fait que les autres se sentent en sécurité et nourris à nos côtés. Et lorsque les gens se sentent très proches de quelqu'un, ils ont naturellement tendance à suivre leur exemple. Ainsi, la véritable influence agit, sans imposition, sans stratégie, sans avoir besoin d'une reconnaissance explicite. Parce que, au fond, être une influence positive signifie également savoir quand donner de l'espace, quand laisser briller l'autre. Afin que l'autre puisse briller, grandir ou prendre l'initiative. Parfois, la façon la plus puissante de diriger n'est pas d'interférer, est de faire confiance au processus des autres et de soutenir avec une présence silencieuse mais attentive.
Cela nécessite l'humilité, le détachement et la certitude que nous n'avons pas à être des protagonistes pour avoir un impact. Souvent, la plus grande transformation se produit lorsque nous créons simplement un espace sur où l'autre peut prospérer, sans pression, sans attente. En arrière-plan, l'influence positive n'est pas un cadeau exclusif de quelques-uns, mais une pratique quotidienne. C'est le résultat de la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes et au monde. C'est la somme de nos paroles, émotions, actions, surtout, nos silences. Ceux qui cultivent l'intelligence sociale ne cherchent pas d'importance, cherchent à contribuer, ils ne recueillent pas les abonnés, la conscience d'autrui. Et ce type de présence se transforme car il laisse des marques dans le cœur, pas des applaudissements. Lorsque nous choisissons de devenir quelqu'un qui élève les autres, nous exerçons le leadership le plus profond qui existe, le chef de l'âme. Chapitre 9, Intelligence sociale au travail, relations qui stimulent votre carrière. L'environnement professionnel est l'une des étapes où l'intelligence sociale devient plus décisive. Ce ne sont pas seulement des compétences techniques, des titres académiques ou un programme impeccable qui définit une trajectoire réussie. Ce qui fait vraiment la différence à long terme, c'est la possibilité de se connecter, de collaborer et d'inspirer la confiance. Après tout, le travail est, surtout, une activité humaine, chaque projet, chaque réalisation et chaque défi est le tissu par un réseau de relations qui influencent directement ou indirectement les résultats. Dans ce contexte, ceux qui dominent l'intelligence sociale avancent non seulement avec plus de fluidité mais construisent un chemin professionnel plus solide, significatif et éthique. L'un de ces piliers est un réseautage authentique, ce qui n'a rien à voir avec l'accumulation de contacts comme des trophées ou la recherche de personnes uniquement lorsque vous avez besoin de quelque chose. Il s'agit de cultiver de véritables liaisons, basées sur l'intérêt mutuel, la collaboration sincère et le respect réciproque. Les gens socialement intelligents comprennent que chaque réunion professionnelle est l'occasion d'atterrir, d'apprendre, d'écouter et de planter une graine qui peut s'épanouir à l'avenir. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde ou à se modeler pour obtenir l'approbation, au contraire, ils sont montrés comme ils sont, avec une présence claire, fiable et ouverte. Le véritable réseautage est né de la qualité de l'obligation, et non de son utilité immédiate. Par conséquent, cela nécessite du temps, de l'attention et de la cohérence, et se nourrit de gestes petits mais puissants, se souvenir d'un détail personnel, offrir de l'aide sans s'attendre à des représailles, recommander quelqu'un pour son talent, partager des connaissances précieuses ou reconnaître publiquement une contribution. Ces attitudes constituent une réputation émotionnelle qui va au-delà du bureau ou de la position. Au fil du temps, les meilleures opportunités, projets, partenariats, promotions, ne viennent pas par insistance, mais par confiance. Et cette confiance est construite dans la constance. Des actions qui font que l'autre se sentait, valorisé et respecté. Un autre aspect crucial est la capacité de lire la politique organisationnelle sans être contaminé par sa toxicité. Chaque entreprise ou institution a sa dynamique de pouvoir, de croix, d'ego et de silence stratégique. Les ignorer est naïf, plonger là-bas avec une manipulation ou un conflit est l'auto-allaitement. Ceux qui ont l'intelligence sociale observent sans juger, comprennent sans être absorbés et se positionnent eux-mêmes sans perdre de l'intégrité. Il n'a pas besoin de jeu d'alliance ou de potin pour avoir un impact, car son influence vient de la cohérence, du professionnalisme et de la capacité de créer des ponts entre les personnes et les équipes. La lecture de la politique de l'environnement de travail signifie reconnaître qui a vraiment une influence. Comment les décisions sont-elles prises? Quels thèmes sont sensibles? Qui a besoin de se sentir entendu? Quelles valeurs régissent la culture, même si elles ne sont pas écrites? Cette lecture subtile vous permet de naviguer avec élégance, même dans des scénarios complexes, je sais quand parler et quand taire, quand gravir un problème et quand le résoudre de manière informe, quand vous interveniez et quand vous donnez de l'espace. Cette sagesse sociale évite non seulement les conflits inutiles, mais positionne la personne comme stratégique, fiable et capable d'ajouter sans générer de frottement. Pour cela, il est essentiel de développer une écoute contextuelle, non seulement prêter attention à ce qui est dit lors des réunions, mais aussi à ce qui est caché dans les couloirs, les gestes, les absences. Comprendre le climat émotionnel de l'équipe, identifier les tensions non résolues ou noter lorsque quelqu'un a besoin d'un soutien. Cette sensibilité permet d'agir avant que les problèmes ne s'aggravent et cultive un environnement de travail plus humain et plus productif.
Les personnes ayant une intelligence sociale élevée détectent des modèles invisibles et les utilisent non pas pour leur propre avantage, mais pour améliorer la coexistence, prévenir les conflits et améliorer la collaboration. Une autre compétence clé est la diplomatie qui sait comment dire des vérités difficiles sans faire de mal, exprimant des désaccords sans affronter, défendant des idées sans imposer. La diplomatie sociale n'est pas de l'hypocrisie, c'est une communication mature qui priorise la relation sans renoncer à l'authenticité. Cela implique de choisir soigneusement les mots, d'adapter le message à l'interlocuteur, d'identifier le bon moment émotionnel et de prendre la responsabilité de l'impact généré. Cette capacité peut faire la différence entre un conflit coulé et une solution constructive, entre une équipe divisée et un groupe cohérent. De plus, l'intelligence sociale se révèle dans la façon dont nous gérons notre propre ego au travail. Ceux qui ont besoin de briller à tout prix, ne tolèrent pas le succès des autres ou ne voient tout que la concurrence crée des environnements toxiques et défensifs. Déjà ceux qui ont une estime de soi saine, qui reconnaît et célèbre la valeur des autres, promeuvent un climat de croissance collective. Des gestes tels que la célébration des réalisations des autres, offrant un protagonisme si nécessaire ou diviser le mérite plutôt que de le monopoliser non seulement le renforcement des relations, mais aussi la perception du leadership personnel. L'intelligence sociale au travail s'exprime également dans la résilience relationnelle, la capacité de maintenir le sang-froid et l'ouverture même face à des personnes difficiles, une critique injuste ou des décisions que nous ne donnons pas un sens immédiatement. Tout ne sera pas juste ou facile, mais ceux qui développent cette intelligence savent comment réagir au lieu de réagir. Ne vous laissez pas emporter par le drame ou la frustration, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, leur attitude, leur communication, leur éthique et leur capacité à suivre la valeur. Cette maturité émotionnelle est ce qui transforme les défis en opportunités de croissance, pour vous et les autres. C'est la base sur laquelle des carrières solides, des relations durables et une vie professionnelle qui laissent un héritage bien au-delà des chiffres ou des titres gagnés. Après tout, travailler avec l'intelligence sociale n'est pas seulement une stratégie d'avance de carrière, c'est un engagement envers l'excellence humaine. C'est l'art de transformer l'environnement de travail en un espace où les gens produisent non seulement, mais ils se sentent également respectés, inspirés et partie de quelque chose de plus grand. Parce que le véritable succès ne signifie pas seulement par ce qui est réalisé, mais par la manière dont il est réalisé, les mains qui s'étendent sur le chemin et les vies qui touchent le voyage. Et dans ce cours, l'intelligence sociale est la boussole qui guide chaque décision, chaque mot, chaque geste, s'assurer que les progrès ne se font jamais au détriment de la dignité ou de la connexion hachue. Man. Chapitre 10. Intelligence sociale dans les couples et les familles, où le véritable test commence. S'il existe un domaine dans lequel l'intelligence sociale est mise à l'épreuve sans filtre ni déguisement, c'est dans les relations les plus intimes, avec le partenaire, les enfants, les parents, les frères. Ici, il n'y a pas de place pour les masques d'entreprise ou les sourires diplomatiques. Chaque mot ne dit pas, chaque look évité, chaque ton de voix calculé résonne avec une intensité que peu d'environnements connaissent. C'est sur ce territoire, où l'amour et la vulnérabilité marchent côte à côte, que la capacité de se connecter à la sensibilité devient non seulement précieuse mais survivante. La différence entre une maison émotionnellement saine et un champ de mine de ressentiment n'est souvent pas dans les circonstances extérieures, mais dans la qualité de la communication et de la validation émotionnelle. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits, ils sont inévitables, mais de les faire face à une posture qui préserve le lien au lieu de le détruire. Quiconque domine cette intelligence sait qu'à la maison, les mots ont du poids en pierre et que les silences résonnent comme des cris. Par conséquent, chaque interaction est une opportunité, soit de construire des ponts, soit de creuser des tranchées. Communiquer avec l'affection, l'art de dire sans faire de mal. La communication affective ne concerne pas les compliments vides ou pour éviter les thèmes épineux. C'est une façon d'exprimer qu'il est né d'un profond respect l'un pour l'autre, même, et surtout, lorsque les opinions diffèrent. C'est la capacité de dire « ça m'a fait du mal » sans transformer la douleur en charge, ou « j'ai besoin de toi » sans être chargé. C'est apprendre à parler à la première personne, « je me sens ». Au lieu de « vous toujours », à écouter sans préparer la réplique, à exposer les besoins sans exigence. Dans un couple, par exemple, la différence entre « une fois de plus vous avez oublié ce que j'ai commandé » et « quand cela se produit », je me sens sans importance n'est pas seulement la sémantique, c'est la distance entre une attaque et une invitation au dialogue. De même, valider une émotion, je comprends pourquoi vous êtes comme ça,
qui ferait que quiconque se sente frustré, ne signifie pas être d'accord, mais reconnaître que le sentiment de l'autre est légitime. Et cette reconnaissance, aussi simple que rare, est ce qui désarme les défenses et ouvre des portes à la véritable intimité. Validation émotionnelle, l'antidote contre la distanciation. Combien de conflits familiaux pourraient être évités si, au lieu de minimiser, ce n'est pas tant, de juger, vous exagérer, ou d'ignorer, venir là-bas, nous entendons-nous. La validation émotionnelle est le geste le plus puissant, et moins pratiqué, dans les relations intimes. Il ne nécessite pas de solution immédiate, seulement de la présence. Je vois que cela vous a affecté, cela a dû être difficile pour vous. Lorsque quelqu'un se sent entendu, la tension diminue, les murs tombent et le dialogue coule. L'inverse est également vrai, lorsque les émotions sont invalidées, le résultat est toujours le même, que ce soit sous la forme d'un mur de silence, d'une explosion de la colère ou d'une blessure qui prend des années à guérir. L'intelligence sociale, dans ce contexte, agit comme un amortisseur, elle apprend à répondre au lieu de réagir, pour accueillir au lieu de concurrencer, prioriser la connexion plutôt que de gagner la discussion. Conflit, des pièges aux opportunités. Beaucoup de frottements de couples et de familles ne sont pas nés de différences irréconciliables, mais comment ces différences sont communiquées. Une critique mal placée devient un couteau, une demande d'attention ressemble à une plainte, un désaccord devient une rancune. La clé est de changer le langage de la culpabilité, vous ne, pour le langage de la vulnérabilité, je ressens. Cela ne signifie pas noyer leurs propres besoins, mais les exprimer pour que l'autre puisse écouter. Des phrases comme « j'ai besoin de plus d'affection en ces jours » ont un pouvoir transformateur par rapport à « vous ne faites pas attention à moi ». L'intelligence sociale permet ce déplacement, de la confrontation à la collaboration, de la défense à la compréhension. En coexistence quotidienne, la danse de l'attention et de l'espace. Dans une relation amoureuse, l'intelligence sociale se manifeste dans les détails, savoir quand le silence du partenaire est fatigué et non indifférence, sachez qu'un câlin vaut 1000 mots après une journée difficile, comprendre que parfois ce dont l'autre a besoin n'est pas un conseil, mais l'entreprise. Il ne s'agit pas de deviner les pensées, mais d'être réel, avec les yeux, les oreilles et les cœurs ouverts. Avec les enfants, les parents ou les frères et sœurs, cette sensibilité est encore plus cruciale. Les familles ne se blessent pas par malcia, mais parce qu'ils ne savent pas comment dialoguer sans blesser. Merci d'avoir écouté, au lieu d'un « vous ne me comprenez jamais », puis-je vous aider ? Au lieu d'un « pourquoi ne faites-vous rien ?» De petits changements qui changent toute l'humeur d'une maison. Attentes et limites, l'équilibre entre l'amour et le respect. L'un des plus grands générateurs de frustration dans les relations intimes est les attentes impayées. Nous espérons que le partenaire devinera nos besoins, que les enfants agissent comme nous le souhaiterions, que les parents nous soutiennent inconditionnellement. Mais l'intelligence sociale enseigne que demander est en meilleure santé que l'exigence, et l'accepter ne signifie pas de vous renoncer. Cela comprend négocier les frontières sans culpabilité. L'amour, aujourd'hui j'ai besoin de temps seul, n'est pas l'égoïsme, c'est l'autocarrière. Dites non gentiment, je ne peux pas vous aider maintenant, mais parlons plus tard. Acceptez l'autre tel qu'il est, sans essayer de le façonner, mais aussi sans renoncer à exprimer vos propres besoins. Des relations qui grandissent avec le temps. L'intelligence sociale dans les couples et les familles n'est pas un état fixe, mais un muscle qui se renforce avec une utilisation. Les phases de la vie, un enfant né, un emploi perdu, l'adolescence de leurs enfants, la maladie d'un père, nécessitent des réinventions constantes. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas servir aujourd'hui. Par conséquent, le dialogue continu est vital. Comment vous sentez-vous à ce sujet ? Avons-nous besoin d'ajuster quelque chose dans notre routine ? Que pouvons-nous faire différemment ? Ce sont des questions qui, lorsqu'elles sont posées avec sincérité, transforment les crises en possibilités d'approche. Parce qu'en fin de compte, ce qui contient un couple ou une famille n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les faire face ensemble avec l'empathie, la patience et la certitude que même les jours les plus difficiles, la connexion en vaut la peine. L'intelligence sociale, en ce sens, est le fil invisible qui porte des liens résistants. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais de les traverser sans perdre de vue ce qui compte vraiment, le respect, la confiance et le choix quotidien d'aimer même s'il est difficile, surtout quand c'est difficile. Mais le véritable test de l'intelligence sociale nette n'est pas seulement de reconnaître qui nous élève,
c'est l'identification, avec une précision chirurgicale, qui nous érode. Les relations toxiques et manipulatrices ne se contentent pas de passer inconfortables, ce sont des parasites émotionnels qui se nourrissent de notre énergie, de notre confiance, et pire, de notre capacité à voir clairement. Ils n'arrivent pas avec un avertissement sur leur front, mais avec des sourires calculés, des promesses vides et un talent effrayant pour transformer nos doutes en armes contre nous-mêmes. Développer un radar social n'est pas une paranoïa, c'est la survie. C'est la capacité de détecter, avant que le poison ne se propage, les fissures presque imperceptibles qui dénoncent une dynamique malsaine. Il commence par des contradictions, des mots qui ne s'alignent pas avec les actions, les compliments qui cachent des charges, les excuses qui semblent comme des accusations voilées. Une personne toxique est un maître dans la création de brume, pour vous faire remettre en question votre propre perception jusqu'à ce que la confiance en vous convienne comme une fumée. Elle joue avec l'ambiguïté en tant qu'illusionniste, faisant disparaître et apparaître, en place, une dépendance déguisée à la loyauté. Et puis il y a une victimisme chronique, ce discours qui met toujours le monde contre lui, qui n'assume jamais la responsabilité, qui transforme chaque erreur en conspiration des autres. C'est un piège séduisant parce que cela nous fait croire que si nous vous aidons une fois à nouveau, nous verrons enfin votre gratitude. Mais la gratitude d'un manipulateur est comme du sable à la main, elle coule entre les doigts, ne laissant que la sensation d'être utilisée. Le vrai danger n'est pas la personne qui crie ses intentions, mais celle qui murmure ses demandes pendant que vous, sans vous en rendre compte, donne naissance à un morceau de votre territoire émotionnel. La manipulation, sous ses formes les plus raffinées, n'utilise pas de menaces, utilise la culpabilité. Elle déguise son inquiétude, je dis juste cela parce que je m'en soucie, le sacrifice, tout ce que je fais est pour vous, ou une déception silencieuse, ce soupir, ce look qui semble dire, comment pouvez-vous me le faire ? Ce sont des tactiques conçues pour vous faire sentir égoïste pour hiérarchiser vos besoins, irresponsable pour dire non, ingrat pour ne pas correspondant. Et le pire ? Ils travaillent parce qu'ils explorent notre plus profond désir d'être bon, d'être aimé, d'appartenir. Mais voici la vérité que l'intelligence sociale révèle. R.A., vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. L'anxiété qui survient après une conversation avec cette personne, la fatigue qui pèse sur les épaules comme une couverture de plomb, le sentiment qu'il ne sera jamais assez, ce sont des signes d'avertissement que votre corps et votre intuition crient. Les ignorer, c'est comme effacer l'alarme incendie à mesure que les flammes se propagent. Et puis il y a un contrôle déguisé en soin. Je veux juste votre bien, disent-ils en décidant pour vous alors qu'ils disqualifient leur choix tout en transformant leur autonomie en une menace pour l'harmonie de la relation. Critique constante, comparative humiliante, le sentiment que leurs réalisations sont minimisées ou attribuées à la chance, tout cela est le lente érosion de l'estime de soi, un processus si progressif que nous ne réalisons que lorsque nous sommes déjà pris au piège dans le piège du doute. Une personne toxique n'accepte pas « non » en réponse, car un « non » est une fissure de liberté qu'elle ne peut pas permettre. Ensuite, elle utilise le chantage, si vous m'aimez, le silence punitif ou l'explosion dramatique, tout pour restaurer l'équilibre, le sien, bien sûr. Mais la caractéristique la plus révélatrice de tout est le manque d'empathie authentique. Un manipulateur peut imiter la compassion, peut réciter les bons mots, peut même pleurer au bon moment. Mais vos yeux ne reflètent pas la compréhension, juste le calcul. Pour lui, ses émotions sont des pièces d'échange, ses vulnérabilités sont des leviers et son humanité est un appel à explorer. Une relation saine est un jardin où ils sont à la fois l'eau et récoltée, une relation toxique est un désert où une seule boit de l'eau. Se protéger n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie émotionnelle. Apprendre à dire non sans justification sans fin, à s'éloigner sans culpabilité, à fermer les portes sans crainte de paraître difficile est de construire des murs autour de ce qui compte vraiment, votre paix, votre dignité, votre capacité à vous aimer sans annuler. Les limites ne sont pas des barrières contre le monde, ce sont les fondements qui soutiennent le poids des vraies relations. Et lorsque la distanciation est nécessaire, ce qui est avec la même détermination que nous tailler une plante qui étouffe les autres. Ce n'est pas le fait de reconnaître que certaines personnes sont comme un solo acide, peu importe à quel point vous plantez, rien ne s'épanouira là-bas. S'éloigner, c'est ne pas abandonner, c'est à choisir. C'est pour comprendre que certaines batailles ne doivent pas être menées, certains dialogues ne sont pas à reprendre, certaines énergies ne doivent pas être dépensées.
Mais l'intelligence sociale ne consiste pas seulement à se défendre, elle sait également où investir. Vous éloignez des gens qui non seulement tolèrent votre lumière mais qui le réfléchissent. Ceux-là célèbrent leur victoire sans envie, qui entendent leurs doutes sans jugement, qui respectent leur silence sans exiger des explications. Ce sont les relations qui nourrissent, qu'ils inspirent, qui transforment la vie en quelque chose de plus léger, en même temps, plus profondément. Et surtout, connaissez-vous. Parce qu'un manipulateur n'a que ce que vous ne voyez pas. Ses insécurités, ses craintes abandonnées, ses blessures malsaines, ce sont les portes dans lesquelles il tentera de percer. Mais lorsque vous illuminez ces coins sombres, lorsque vous nommez vos vulnérabilités sans vergogne, elles ne sont plus ciblées et deviennent des choix. Les choix de ne pas vous laisser empêtrer, de ne pas confondre l'intensité avec l'amour, et non d'échanger votre essence contre des miettes d'approbation. L'intelligence sociale, en ce sens, est un phare. Non seulement cela illumine les dangers à venir, mais vous vous guidez également chez vous, à l'endroit où votre voix est entendue, vos limites sont honorées et votre cœur peut se reposer. Parce qu'en fin de compte, la plus grande sagesse n'est pas de maîtriser l'art de se rapporter aux autres, mais de maîtriser l'art de vous lier à vous-même sans trahir votre propre âme. Ce qui est acceptable dans un environnement d'entreprise rigide peut être absurde dans un cercle d'amis proches. Ce qui est considéré comme le respect dans une culture peut être interprété comme froid dans un autre. Et ce qui semble naturel à une génération peut ressembler à un affront à la précédente. Cette danse de codes peu clairs, qui dicte du ton de la voix au degré d'informalité autorisé, à travers les thèmes qui peuvent être abordés et les gestes qui devraient être évités, est ce qui sépare ceux qui parcourent l'élégance par les relations de ceux qui trébuchent dans chaque interaction. La maîtrise de cet art ne concerne pas la décoration des règles, mais le développement d'une sensibilité aiguë pour lire l'environnement en tant que musicien lit une partition. Épée. RCB, en quelques secondes, que ce groupe apprécie l'objectivité ou le récit, que cet espace récompense la discrétion ou l'expression ouverte, que ce moment appelle des silences stratégiques ou des interventions audacieuses. Ceux qui peuvent faire cette lecture non seulement évitent l'embarras, gagnent quelque chose de beaucoup plus précieux, la capacité de se connecter authentiquement même sur des terres inconnues. Le premier outil pour cette adaptation est l'observation silencieuse. Avant d'occuper l'espace avec des mots ou des gestes, vous devez absorber le rythme de l'environnement. Comment les gens se saluent-ils? Quel est le volume vocal prédominant? Quels sujets génèrent de l'enthousiasme et qui sont reçus avec inconfort? Ces pistes souvent subtiles sont la carte pour calibrer leur propre présence. Ceux qui agissent sans d'abord observer le risque d'invasif, déplacé ou, pire, indifférent aux normes de ce groupe. La différence entre ceux qui s'adaptent et qui incontents sont souvent précisément dans cette pause stratégique pour comprendre les règles avant de jouer. Mais l'adaptation ne signifie pas l'annulation. La véritable intelligence sociale est en modulaire sans se trahir. Vous pouvez être spontané et irrévérencieux avec vos amis, mais choisissez un ton plus sobre dans une réunion d'affaires, non pas pour l'hypocrisie, mais par respect aux fins de cet espace. Vous pouvez partager vos opinions politiques dans un débat académique, mais évitez le thème lors d'un dîner avec des gens avec des vues opposées, non pas pour la lâcheté, mais pour la sagesse. Cette flexibilité n'est pas du mensonge, c'est la capacité de choisir consciemment comment son essence sera exprimée dans chaque contexte. Ceux qui confondent l'adaptabilité avec le manque d'authenticité finissent par attacher à deux extrêmes dangereux, soit un caméléon sans identité, soit un dogmatique qui insiste pour imposer sa vérité n'importe où, lui coûtant des opportunités et des relations. Soit dit en passant, le corps parle avant même la bouche. Une poignée de main trop ferme peut être interprétée comme une agressivité, un sourire excessif, comme un manque de sérieux. Le contact visuel prolongé transmet la confiance dans certaines cultures et le défie dans d'autres. La maîtrise du langage corporel, c'est comme ajuster le volume d'un instrument, s'il est trop élevé, cela semble agressif, s'il est trop bas, cela passe inaperçu. L'alignement des gestes, de la posture et des expressions sur le code environnemental n'est pas une question de performance, mais de mélodie. Lorsque votre corps parle la même langue que le groupe, la confiance coule naturellement, et les barrières tombent sans que vous ayez à dire un mot. Et voici l'un des piliers d'adaptabilité les plus sous-estimés, écoutez au-delà des mots. Dans certains cercles, ce qui n'est pas dit a plus de poids que ce qui est verbalisé. Le silence prolongé peut être un signe de respect ou de désintérêt, un rire forcé peut cacher l'inconfort.
Quiconque apprend à lire ces lignes évite non seulement les pièges, mais gagne également la capacité de répondre avec précision, soit avec une question qui brise la glace, un commentaire qui valide une émotion non exprimée, ou simplement avec la décision d'attendre le bon moment pour parler. Dans des environnements inconnus, le meilleur discours est souvent le silence vigilant. Bien sûr, l'adaptation nécessite également la gestion de leurs propres émotions. Il est naturel de ressentir de l'anxiété en entrant dans un espace avec différentes règles implicites de la vôtre. Mais l'intelligence sociale transforme cet inconfort en curiosité stratégique. Au lieu de résister à ce qui est étrange, vous venez voir chaque nouvelle interaction comme un laboratoire. Comment ce groupe traite-t-il des conflits? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans une conversation? Quel genre d'humour les unit-il? Cet état d'esprit réduit non seulement la tension, mais vous fait perçu comme quelqu'un d'ouvert, sûr et, surtout, facile à accepter. L'humour, lorsqu'il est bien dosé, est l'une des armes les plus puissantes de cette adaptation. Une blague au bon moment peut briser les barrières, une ironie mal placée, détruisant la confiance en quelques secondes. Le secret est de calibrer le ton, observer le type d'humeur que le groupe adopte, sarcasme, autodépréciation, absurde, quelles sont les limites, religion, politique, affaires personnelles, et, surtout, quand il vaut mieux rire avec le groupe au lieu du groupe. Qui domine cet art non seulement soulage les tensions, mais crée des ponts où il y avait avant les murs. Mais méfiez-vous, l'adaptabilité n'est pas le camouflage. C'est l'art d'être vous-même, dans les versions qui résonnent. Lorsque vous ajustez votre comportement sans abdiquer vos valeurs, quelque chose de magique se produit, les gens. Vous pouvez vous faire confiance parce qu'ils réalisent que votre flexibilité n'est pas l'opportunisme mais la maturité. Vous ne prétendez pas être accepté, il choisit intelligemment comment son authenticité sera reçue. Et comment cette capacité s'améliore-t-elle? Pratiquez sans crainte de faire des erreurs. Plus vous vous exposez à divers environnements, des voyages, des événements en dehors de votre zone de confort, des conversations avec des personnes de réalités différentes, plus votre radar social s'affrontera. Chaque interaction est un entraînement, alors reflétez, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui aurait pu faire différemment? Au fil du temps, vous développerez un répertoire de réponses si naturelles que vous n'aurez même pas à penser pour agir avec précision. Aussi, aujourd'hui, l'adaptabilité ne se limite pas au monde physique. Les réseaux sociaux et la communication numérique ont créé de nouveaux codes, un emoji mal interprété, un ton ambigu dans un message, un article qui semble inadéquat à une partie de votre public. L'intelligence sociale ici nécessite la même sensibilité, seulement maintenant vous devez lire la salle à travers un écran. Quiconque domine cette version numérique de l'adaptabilité sait qu'un OK peut sonner à un antique passif, qu'un texte de capital est un cri, et qu'un long silence dans une conversation virtuelle peut être aussi éloquent qu'un regard dans le monde réel. En fin de compte, l'adaptabilité sociale est un passeport à un monde où les connexions importent plus que jamais. Il ne s'agit pas de qui vous n'êtes pas, mais de qui vous êtes, d'une manière que le monde peut recevoir. Qui domine cette capacité évite non seulement les conflits, construit des ponts. Non seulement s'adapte, transforme chaque interaction en une opportunité d'appartenir, sans jamais perdre sur le chemin. Cela montre que la flexibilité n'est pas une faiblesse, mais la marque d'une intelligence qui sait danser avec la vie sans perdre son rythme. C'est la force silencieuse de ceux qui comprennent, adapter n'est pas de céder, de choisir la façon la plus sage de passer à autre chose sans rompre les liens, sans brûler les ponts, sans perdre son essence à mi-chemin. Chapitre 13. Affûtage de votre intelligence sociale, la formation qui se transforme chaque jour en opportunité. Le développement de l'intelligence sociale n'est pas un cours qui se fait une fois et des archives dans le tiroir de la connaissance. C'est un souvenir musculaire du cœur et de l'esprit, une compétence qui est sculptée dans la pratique quotidienne, avec des exercices conscients, des habitudes intentionnelles et une attention qui dépasse l'évidence. Parce que le monde social n'est pas statique, il respire, change, se réinvente et ceux qui veulent le maîtriser doivent être aussi vivants qu'eux. La première étape? Observez comment déchiffrer un code invisible. Pas seulement écouter des mots, mais lire ce qu'ils ne disent pas, le tremblement dans la voix qui dénonce la nervosité, la traversée des armes qui signale la défense, le sourire qui ne vient pas aux yeux. Lors d'une réunion, d'un dîner ou même d'une ligne de supermarché, vous entraînez pour capturer les signes qui ignorent le plus. C'est dans ces micro-expressions,
dans ces pauses significatives, que le vrai langage humain est caché. Quiconque apprend à le voir a accès à un niveau de connexion que peu atteignent. Vient ensuite l'écoute de guérison. Non pas que cela soit distrait comme la prochaine réplique est planifiée, mais l'écouter s'embrasse, un œil sur l'œil, un corps en avant, des questions qui invitent l'âme de l'autre à se révéler. Comment vous êtes-vous senti quand cela s'est produit? Une phrase simple qui ouvre des portes pour la confiance et renforce la confiance comme aucun monologue ne ferait jamais. Pratiquez cela jusqu'à ce qu'il devienne instinctif, et vous verrez comment les conversations n'échangent plus d'informations pour se transformer en vraies rencontres. Mais il est inutile d'observer et d'écouter s'il n'y a pas d'empathie en action. Il ne suffit pas de comprendre la douleur de l'autre, vous devez le ressentir comme si c'était le vôtre, sans vous perdre. À la fin de chaque journée, revivez mentalement vos interactions et demandez-vous, qu'est-ce que cette personne avait vraiment besoin d'entendre? Que voudrais-je que quelqu'un me dise à sa place? Cet exercice ne concerne pas la culpabilité ou l'autocriticisme, il s'agit d'élargir sa capacité à répondre au monde avec l'humanité. Et quand les émotions menacent-elles de prendre les rênes? Vient ensuite l'art de l'autorégulation. Un soupir profond avant de réagir, une pause stratégique pour choisir des mots au lieu de tirer des flèches. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est l'outil qui empêche un moment de colère de devenir une cicatrice relationnelle. Qui domine cette rupture gagne le pouvoir de transformer les conflits. Dans les dialogues et les tensions dans la compréhension. Mais la véritable croissance vient de la conformité sans conformité. À la fin de chaque réunion, demandez-vous, qu'est-ce qui a fonctionné? Que répéterai-je? Que ferait-il différent? Écrivez, ajustez, évoluez. Parce que l'intelligence sociale n'est pas mesurée par le nombre de personnes que vous connaissez, mais pour la qualité des connexions que vous cultivez, et cela ne s'améliore que lorsque vous vous permettez d'apprendre à chaque trébuchement. Pour accélérer le processus, mettez-vous au défi avec des objectifs tangibles. Cette semaine, commencez une conversation avec un étranger. La prochaine fois, pratiquez l'art de recevoir des commentaires sans vous défendre. De petites étapes qui ont ajouté une confiance dans la preuve de silences embarrassants ou de looks critiques. Et quand l'insécurité frappe à la porte, rappelez-vous, la zone de confort est un endroit agréable, mais rien ne pousse là-bas. Ne sous-estimez pas le pouvoir de demander des commentaires à qui vous avez confiance. Parfois, notre image de nous-mêmes est un miroir flou, l'opinion sincère d'un ami ou d'un collègue peut être le terrain qui nous montre où marcher plus fermement. Oui, ça peut faire mal. Oui, cela peut exposer les faiblesses. Mais c'est précisément là que réside l'or, dans le courage de faire face à leurs ombres pour éclairer leurs angles morts. Et si la théorie aide, la pratique est ce qui se transforme. Les livres, les cours et les conférences sont des cartes, mais le territoire sont les rues de la vie, les sourires échangés dans l'ascenseur, les négociations au travail, les désaccords qui ont vu des leçons. L'intelligence sociale n'est pas apprise dans les livres, elle vit, se trompe, s'adapte et domine enfin. Même dans le monde numérique, les règles du jeu sont différentes, mais l'essence demeure. Un emoji mal placé peut ruiner une amitié, un long silence dans un message peut être interprété comme un désintérêt. Apprendre à naviguer dans ces eaux, avec l'empathie, la clarté et le respect des rythmes des autres, est aussi crucial que de savoir comment resserrer fermement une main. Il y aura des jours où il semblera que rien n'a changé. Que vos mots semblent toujours maladroits, que les connexions sont toujours superficielles. Mais l'intelligence sociale est comme un arbre, elle grandit lentement, mais ses racines s'approfondissent chaque saison. Et lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous rendrez compte que vos relations sont plus riches, vos dialogues les plus importants et votre présence la plus nécessaire. Parce qu'en fin de compte, la formation de votre intelligence sociale ne consiste pas à être parfaitement adaptable ou infiniment charismatique. Il s'agit de choisir, chaque jour, d'être un peu mieux dans l'art d'appartenir, à soi-même et aux autres. Il s'agit de transformer chaque interaction en une graine confiante, chaque conversation sur un pont, chaque silence en une occasion de comprendre. Et donc, sans vous en rendre compte, vous devenez ce genre de personne qui non seulement traverse la vie, mais laisse des marques de lumière dans la voie de la croix. Parce que l'intelligence sociale n'est pas seulement de savoir comment se rapporter, c'est de savoir comment faire une différence, une connexion à la fois. Et voici le secret que peu réalisent, l'intelligence sociale n'est pas seulement une capacité précieuse, c'est la boussole invisible qui guide le plus réussi,
le plus heureux et le plus résilient dans un monde de plus en plus complexe et déconnecté. Imaginez naviguer pour la vie pas comme un bateau dérivé, mais en tant que capitaine qui comprend les courants émotionnels, les marées des relations et les vents des opportunités. C'est la magie de maîtriser l'art de la connexion, transformer le chaos en clarté, indifférence en complicité et défi en étape vers quelque chose de plus grand. En fermant ces pages, ou cet audio, prenez avec une vérité inapplicable, le pouvoir d'une vie extraordinaire n'est pas ce que vous savez, mais comment vous vous liez à ce que vous savez. L'intelligence sociale est le fil de guidage qui tisse des relations plus profondes, des carrières plus importantes et une existence marquée non pas par la quantité de contacts, mais par la qualité des connexions. Vous avez appris que notre cerveau est programmé pour l'empathie, que les émotions sont révélées dans les gestes les plus subtils et les plus écoutés, vraiment, un acte révolutionnaire. Il a découvert comment transformer les conflits en dialogue, comment protéger son espace émotionnel sans construire des murs, et comment cultiver des liens qui résistent au temps et aux tempêtes. Mais voici le sceau du chat, ces connaissances ne prennent vie que lorsque vous la mettez en pratique. Chaque poignée de main, chaque look soutenu, chaque mot choisi soigneusement est une chance de réécrire son histoire. Parce que l'intelligence sociale n'est pas une destination, c'est une façon, et ceux qui l'accompagnent avec l'intention ne réclament pas seulement le succès, mais une sorte de félique. Âge né de l'appartenance authentique. Vous deviendrez ce professionnel que vous voulez tous dans l'équipe, cet ami en qui vous pouvez faire confiance en temps de vulnérabilité, ce leader qui inspire sans avoir à imposer. Et plus que cela, ce sera une partie active d'un mouvement silencieux mais puissant, faire du monde un lieu moins solitaire et plus collaboratif. Maintenant, la question qui restait, que ferez-vous de ce pouvoir ? La réponse n'est pas dans un manuel, mais dans les petits choix de la vie quotidienne, dans le courage d'approcher lorsque les autres s'éloignent, dans l'humilité pour apprendre de ceux qui pensent différemment, dans la discipline de la pratique, même s'il semble que rien n'a changé. Parce que progressivement, tout change. Les portes s'ouvrent, les relations s'épanouissent et soudain, vous vous rendez compte que le succès et le bonheur ne sont pas des récompenses lointaines, mais le résultat naturel d'une vie de vie. Si ce contenu a allumé une étincelle sur vous, si vous pensez qu'il y a plus à explorer, plus de couches pour démêler votre propre voyage, sachez que la prochaine étape est à votre portée. Il existe non seulement qui informe mais transforme, qui redéfinit votre vision du monde, vos décisions, surtout, votre potentiel. L'invitation est faite. Cliquez, plongez et préparez-vous à constater que la version la plus extraordinaire de vous-même n'est qu'un choix de distance. Jusque-là.